En période d'incertitude économique, une question fondamentale s'invite dans les conversations de nombreux Français. Où placer son argent pour le protéger et le faire fructifier? Avec une inflation qui progresse silencieusement, des marchés qui semblent de plus en plus volatiles et une confiance dans les banques qui n'est pas toujours totale, beaucoup de citoyens se demandent si conserver de l'argent liquide, que ce soit sur un compte bancaire traditionnel ou sous le matelas, reste une option sûre. La réponse, comme nous allons le voir tout au long de cette vidéo, est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Car même si la liquidité peut sembler un refuge, en réalité, elle perd du pouvoir d'achat jour après jour. Il n'est pas nécessaire d'être économiste pour se rendre compte qu'avec le même billet de 50 €, on achète bien moins aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Et si cette tendance se poursuit dans le futur, les conséquences peuvent être préoccupantes pour ceux dont les économies restent immobilisées. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te présenter 7 actifs plus sûrs que l'argent liquide. Des actifs qui non seulement permettent de préserver la valeur de ton argent, mais offrent également la possibilité de le faire croître de manière durable et, dans bien des cas, avec moins de risques que de le laisser dormir sur un compte courant. Cette analyse repose sur des données concrètes, des comportements historiques des marchés et des stratégies utilisées par des investisseurs prudents et expérimentés. Bien entendu, chaque situation financière est différente et il est toujours essentiel d'évaluer les décisions d'investissement en fonction de son profil de risque. Mais connaître ces alternatives te permettra de prendre de meilleures décisions pour ton argent. Premier, l'or. Depuis des siècles, l'or est le symbole par excellence de la richesse, de la stabilité et de la sécurité financière. Son éclat n'a pas seulement fasciné des civilisations entières, il a également fonctionné comme une véritable réserve de valeur à travers le temps, survivant aux empires, aux guerres, aux crises économiques et aux bouleversements des systèmes monétaires. En France, cette perception n'est pas différente. Depuis l'Ancien Régime jusqu'à nos jours, de nombreuses familles ont conservé une partie de leur patrimoine sous forme d'or, que ce soit en bijoux, pièces ou lingots, comme un moyen de se protéger face à l'incertitude. L'or possède une caractéristique qui le distingue de la monnaie fiduciaire. Il ne dépend pas de la confiance envers une autorité politique ni de la promesse de remboursement d'un État. Contrairement à l'euro, qui peut être influencé par les décisions de la Banque centrale européenne, comme l'impression monétaire pour stimuler l'économie ou l'application de taux d'intérêt négatifs, l'or conserve sa valeur par lui-même. Autrement dit, il a une valeur intrinsèque reconnue mondialement, fondée sur sa rareté, son usage industriel limité et son acceptation historique. Lorsque les marchés vacillent et que les citoyens perdent confiance dans les monnaies traditionnelles ou les institutions financières, l'or tend à briller plus fort. En période d'incertitude économique, comme l'augmentation du déficit public, l'endettement excessif de l'État, les tensions géopolitiques en Europe de l'Est ou les conflits commerciaux entre grandes puissances, le prix de l'or a tendance à grimper. Cela s'explique par le fait que les investisseurs le considèrent comme un refuge sûr, une sorte d'assurance contre la dévalorisation potentielle d'actifs plus volatiles. Un exemple récent et très parlant fut la crise mondiale provoquée par le Covid-19. Dans ce contexte, les marchés boursiers ont connu des chutes historiques, l'activité économique s'est figée et les gouvernements ont injecté d'énormes quantités de liquidités pour faire face à l'urgence. Pendant ce temps, l'or a atteint des niveaux records, dépassant les 2000 $ l'once. Ce mouvement n'était pas anodin. Il reflétait la confiance que les investisseurs et les grands fonds placent dans l'or lorsque tout le reste semble incertain ou instable. Malgré ses caractéristiques attrayantes, tous les grands investisseurs n'ont pas toujours été des amis de l'or. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus respectés au monde, a historiquement été critique envers ce métal précieux. À de nombreuses reprises, il a affirmé que l'or ne produit rien, ne génère aucun flux de trésorerie et que vous le regardez simplement en espérant que quelqu'un d'autre paiera plus cher. Depuis, sa philosophie d'investissement, fondée sur l'acquisition d'entreprises productives disposant d'avantages concurrentiels durables,
l'or n'entrait pas dans ces critères d'investissement efficaces. Cependant, même Buffett a fait certaines exceptions à des moments précis. Un exemple notable fut en 2020 lorsque son entreprise Berkshire Hathaway a acquis des actions de Barrick Gold, l'une des plus grandes compagnies minières d'or au monde. Cette décision a surpris de nombreux analystes financiers car elle représentait un revirement, au moins partiel, de sa stratégie. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un achat direct d'or physique, cet investissement a été perçu comme un signal clair. Même les défenseurs les plus fervents des entreprises productives reconnaissent la valeur de l'or comme actif stratégique en temps de crise. Ce mouvement de Buffett s'inscrivait également dans un contexte où les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire après inflation, étaient négatifs dans une grande partie du monde développé. Dans ce scénario, détenir de la liquidité ou des obligations d'État à faible rendement ne procurait pas de retour, mais causait une perte de pouvoir d'achat. À l'inverse, l'or, bien qu'il ne rapporte pas d'intérêt, offrait une protection plus efficace contre l'inflation et la dévaluation des monnaies fiduciaires. En France, l'achat d'or physique reste une pratique courante, surtout lorsque l'économie traverse des turbulences. Banques, commerçants spécialisés et bijouteries agréées proposent des lingots, plaques et pièces certifiées quant à leur pureté, leur poids et leur origine. Parmi les produits les plus recherchés par les épargnants français figurent le lingot de 1 kg, la pièce de 20 francs Napoléon et les onces Troy standardisées. Ce type d'achat n'est pas réservé au gros patrimoine. En réalité, de nombreux petits épargnants français consacrent une partie de leur épargne mensuelle ou annuelle à l'achat de petites fractions d'or physique, profitant de plans d'achat programmés qui leur permettent d'accéder au marché sans grands apports initiaux. Le stockage de l'or est aussi un point à considérer. Certains choisissent de conserver leurs pièces dans des coffres personnels ou à domicile, ce qui implique certains risques de sécurité, tandis que d'autres préfèrent les coffres bancaires ou les services de garde certifiés proposés par des entités spécialisées. Ces solutions, bien qu'impliquant un coût supplémentaire, offrent des avantages comme l'assurance contre le vol, les incendies ou les pertes, et parfois même la revente immédiate de l'or stocké au meilleur prix du marché. De plus, avec l'avancée de la technologie financière, des solutions modernes comme l'or digital ont vu le jour. Elles permettent d'investir dans cet actif sans avoir à le détenir physiquement. Des plateformes réglementées offrent la possibilité d'acheter de très petites fractions d'or, stockées dans des coffres sécurisés et audités, avec la possibilité de revendre à tout moment ou même de demander la livraison physique à partir d'un certain montant. Ce modèle a encore davantage démocratisé l'accès à l'or, rendant cet actif accessible même à ceux disposant de budgets limités. Un autre avantage de l'or, particulièrement en France, est qu'il bénéficie dans certains cas d'un régime fiscal favorable. Par exemple, les pièces et lingots considérés comme or d'investissement sont exonérés de TVA. De plus, si l'or est conservé pendant plus de 22 ans, les plus-values peuvent être exonérées d'impôts sur les gains en capital, à condition de pouvoir justifier la détention durant cette période. En matière de planification patrimoniale, l'or joue également un rôle important. De nombreuses familles l'utilisent comme mécanisme de transmission de richesses entre générations. Contrairement à d'autres actifs financiers pouvant nécessiter des démarches administratives complexes pour être hérités, l'or physique peut être transmis de manière directe, rapide et relativement confidentielle, à condition toutefois de respecter la législation et de déclarer sa possession pour éviter des problèmes fiscaux. Enfin, il convient de rappeler que l'or n'est pas un actif parfait ni infaillible. Sa valeur peut fluctuer à court terme et il ne génère aucun revenu en soi, comme peuvent le faire les dividendes d'actions ou les loyers immobiliers. C'est pourquoi les experts s'accordent à dire que l'or ne doit pas représenter l'intégralité d'un portefeuille, mais plutôt jouer un rôle stratégique au sein d'une allocation diversifiée. En règle générale, il est recommandé d'allouer entre 5% et 15% du patrimoine total à ce métal, en fonction du profil de risque et des objectifs financiers de chacun.
En résumé, l'or conserve son prestige comme refuge sûr en période de turbulences économiques, tant à l'échelle internationale que dans le cas particulier de la France. Sa valeur ne dépend ni des politiques monétaires ni de la stabilité des devises, ce qui lui confère une place unique parmi les actifs disponibles pour protéger le pouvoir d'achat. Bien qu'il ne s'agisse ni d'un instrument spéculatif ni d'un générateur de revenus, il demeure l'un des piliers fondamentaux pour ceux qui recherchent sécurité, liquidité et protection patrimoniale dans un environnement financier de plus en plus incertain. 2. L'immobilier. La pierre est, sans aucun doute, l'un des grands classiques des Français lorsqu'il s'agit de penser à des investissements sûrs. Rien que l'idée de posséder un bien immobilier, qu'il s'agisse d'un appartement à Paris, d'une maison à Lyon, d'une villa sur la Côte d'Azur ou même d'une petite cabane à la campagne, procure un sentiment de stabilité et de maîtrise patrimoniale que peu d'actifs financiers peuvent égaler. Il s'agit d'un lien culturel profond, presque émotionnel, entre les citoyens français et la terre, qui remonte à plusieurs siècles. Au-delà de la sécurité perçue, il existe une raison très concrète pour laquelle l'immobilier reste un choix d'investissement récurrent en France. Le marché immobilier a historiquement démontré une remarquable capacité de résistance face aux crises économiques. Contrairement aux actifs boursiers qui peuvent chuter brutalement en quelques jours, voire en quelques heures, les biens immobiliers tendent à maintenir leur valeur ou à s'ajuster de façon plus progressive. Même durant la pandémie de Covid-19, l'une des plus grandes crises mondiales récentes, de nombreuses régions françaises n'ont pas vu les prix s'effondrer et certaines zones rurales ou périurbaines ont même enregistré des hausses. Cette revalorisation, stimulée par l'essor du télétravail et le souhait des familles de vivre dans des espaces plus vastes avec jardins ou accès à la nature, a révélé une transformation profonde des préférences en matière d'habitat. Soudain, la valeur d'un bien ne dépendait plus seulement de sa localisation urbaine, mais aussi de sa capacité à offrir qualité de vie, autonomie et sérénité. En ce sens, l'immobilier a confirmé son rôle d'actif fondamental en période de redéfinition sociale et économique. À l'échelle internationale, de nombreux investisseurs reconnaissent cette stabilité. Et si Warren Buffett, le légendaire investisseur américain, n'a pas bâti sa fortune sur la location résidentielle, il a néanmoins effectué plusieurs investissements immobiliers notables. L'un des plus connus est l'achat d'une ferme dans le Nebraska, acquise lorsque les rendements étaient clairement prévisibles. Un autre exemple est l'achat d'un bien commercial à New York, à un moment où le prix d'acquisition offrait un avantage significatif par rapport aux revenus potentiels. Pour Buffett, la clé est toujours dans l'approche rationnelle. Voir un bien immobilier, non pas comme un simple refuge émotionnel ou un symbole de statut, mais comme une entreprise tangible générant des flux de trésorerie, une appréciation du capital et des avantages stratégiques à long terme. Cette logique s'applique parfaitement au contexte français. Acheter un logement ou un local commercial n'est pas uniquement une décision sentimentale. C'est aussi une stratégie financière solide. Un bien bien choisi peut générer des revenus locatifs réguliers, prendre de la valeur au fil du temps et protéger contre l'inflation. De plus, il permet souvent le recours au levier du crédit, autrement dit, acquérir l'actif en utilisant un financement bancaire, de sorte qu'une partie du rendement net provienne de capitaux empruntés. L'attrait de l'immobilier est renforcé par les incitations fiscales que l'État français met à la disposition des investisseurs. L'une des plus connues et utilisées est le dispositif Pinel, qui accorde des réductions d'impôts à ceux qui investissent dans des logements neufs destinés à la location pour une durée déterminée. En fonction de l'engagement locatif, 6, 9 ou 12 ans, l'investisseur peut bénéficier d'une déduction fiscale allant jusqu'à 21% du prix d'acquisition du bien, ce qui améliore considérablement la rentabilité globale de l'opération. Mais ce n'est pas tout. Il existe d'autres dispositifs fiscaux, tels que le dispositif de Normandie, axé sur la rénovation de logements anciens dans certaines zones, ou encore le LMNP,
loueurs meublés non professionnels, qui offrent des déductions fiscales intéressantes aux propriétaires de biens meublés. Tous ces mécanismes répondent à une stratégie publique claire: encourager l'investissement privé pour dynamiser le marché locatif et améliorer la qualité du parc immobilier. Au-delà des avantages fiscaux, il faut noter que le système de crédit immobilier français reste favorable aux acheteurs, surtout en comparaison avec d'autres pays européens. Les taux d'intérêt, historiquement bas au cours de la dernière décennie, ont permis un accès facilité au financement. Bien que les taux aient récemment commencé à remonter, ils restent raisonnables pour ceux disposant d'un bon profil emprunteur et d'une stratégie bien pensée. En matière de diversification, le marché immobilier présente une grande capacité d'adaptation selon le capital disponible, l'expérience de l'investisseur et ses objectifs à court, moyen ou long terme. Par exemple, ceux qui ne souhaitent pas supporter la gestion quotidienne ou les coûts d'un bien entier peuvent investir dans une SCPI, Société civile de placement immobilier. Ces sociétés permettent d'acquérir des parts dans un portefeuille immobilier diversifié, géré par des professionnels, qui redistribuent régulièrement les bénéfices aux associés. Cette formule combine la stabilité de l'immobilier avec la liquidité et l'accessibilité d'autres instruments financiers. Une autre formule en plein essor est celle du crowdfunding immobilier, qui permet à de petits investisseurs de participer à des projets de construction ou de rénovation à partir de montants modestes, souvent des 1 000 €. Ces projets peuvent présenter un risque un peu plus élevé que l'achat immobilier direct, mais ils offrent aussi des rendements potentiels plus importants et permettent de contribuer au développement local. L'investissement immobilier en France est également porté par une demande structurelle soutenue. Malgré les évolutions démographiques, il persiste une pénurie de logements dans de nombreuses villes moyennes et grandes, notamment dans les zones avec une forte concentration d'emplois, d'universités ou d'hôpitaux. Cela garantit, dans bien des cas, une occupation constante et la possibilité d'ajuster les loyers en fonction de l'inflation. De plus, le logement reste un besoin fondamental, ce qui donne à l'investisseur une position solide, même dans les contextes économiques défavorables. Bien entendu, tout cela ne garantit pas un succès automatique. Comme pour tout investissement, l'immobilier comporte des risques et des défis qu'il convient d'évaluer avec soin. Parmi eux, la liquidité limitée. Vendre un bien peut prendre des mois. Les frais d'entretien, les taxes locales, comme la taxe foncière et, dans certains cas, la taxe d'habitation, ou encore le risque d'impayés des locataires. Néanmoins, avec une bonne sélection du bien, une gestion professionnelle ou bien maîtrisée et une vision à long terme, les avantages surpassent largement les inconvénients. Il est aussi important de considérer l'aspect émotionnel. Pour beaucoup, posséder un bien immobilier ne représente pas seulement un investissement, mais aussi un symbole de réussite personnelle, d'indépendance et d'héritage familial. Avoir sa propre maison ou une résidence secondaire à transmettre à ses enfants est une motivation puissante, alliant logique financière, tradition et enracinement. En résumé, l'immobilier reste une pierre angulaire de tout portefeuille prudent. Il offre une protection contre l'inflation, une appréciation constante sur le long terme, des revenus passifs et des avantages fiscaux. En France en particulier, il bénéficie du soutien d'une culture profondément liée à la valeur du foncier, d'un cadre juridique solide, d'incitations étatiques bien définies et de multiples modalités d'accès adaptées à tous les profils d'investisseurs. Que ce soit par l'achat direct d'un bien, l'investissement dans une société immobilière ou le financement participatif, la pierre française continue de démontrer sa robustesse et sa capacité à s'adapter aux temps nouveaux. Et bien que le marché immobilier connaisse des cycles ou des ajustements, sa résilience, sa flexibilité et sa valeur tangible en font l'un des actifs les plus fiables pour protéger et faire croître son patrimoine, génération après génération. Troisième, obligations assimilables du Trésor, OAT. Les obligations d'État françaises, connues officiellement sous le nom d'OAT, obligations assimilables du Trésor, représentent une option d'investissement particulièrement solide et fiable dans le paysage financier national.
bien qu'elles ne soient pas généralement associées à des rendements élevés ou à des profits spectaculaires, leur principale force réside précisément dans l'inverse, la stabilité, la prévisibilité et la sécurité. Dans un environnement économique caractérisé par la volatilité, une inflation persistante et des incertitudes géopolitiques, ces titres s'imposent comme un élément clé des portefeuilles prudents. Les OAT sont des titres de dette émis par le Trésor français, destinés à financer les besoins de l'État. Concrètement, lorsque vous achetez une obligation de ce type, vous prêtez de l'argent à l'État français en échange d'un intérêt convenu pour une durée déterminée. À l'échéance, l'État s'engage à vous rembourser le capital initial. Autrement dit, il s'agit d'un accord clair, transparent et réglementé, garanti par l'une des économies les plus solides et diversifiées de la zone euro. Même si leurs rendements sont généralement plus modestes que ceux d'autres instruments plus risqués, tels que les actions, les fonds de capital risque ou certains actifs immobiliers, les obligations d'État jouent un rôle crucial. Conserver le capital et permettre une planification financière précise. Cette caractéristique est particulièrement précieuse pour les profils conservateurs, les retraités ou toute personne privilégiant la protection du patrimoine à la spéculation. L'une des raisons de la réputation des OAT est la solidité institutionnelle de l'État français. La France est membre fondateur de l'Union européenne, fait partie du G7 et possède une économie diversifiée avec un haut niveau de développement industriel, technologique et agricole. En outre, son système fiscal lui permet d'honorer ses engagements financiers, ce qui réduit considérablement le risque de défaut. Pour cette raison, les obligations souveraines françaises bénéficient généralement de bonnes notations de crédit de la part d'agences internationales comme Moody's, S&P ou Fitch. En période d'incertitude mondiale, les investisseurs ont tendance à se réfugier dans ce type d'actifs. Lors des crises financières ou en temps de récession, lorsque les marchés boursiers chutent et que les actifs risqués deviennent imprévisibles, les OAT, comme les autres obligations souveraines de pays stables, se valorisent. Cela s'explique par l'augmentation de la demande. Les grands fonds, les banques et les investisseurs institutionnels cherchent à garer leur capital dans des refuges sûrs en attendant un contexte plus clair. Ce comportement illustre une loi presque constante du monde financier. Plus l'incertitude est grande, plus les obligations d'État sont attractives. Cela peut faire baisser leur rendement, puisque le prix des obligations existantes augmente. Mais le fait que le capital soit protégé et que l'État garantisse les paiements à échéance les rend incontournables pour une stratégie défensive. Warren Buffett, bien qu'il soit souvent associé à des investissements agressifs dans des entreprises cotées, utilise largement les bons du Trésor américain comme outil stratégique. Dans ses lettres annuelles aux actionnaires de Berkshire Hathaway, il explique que ces obligations ne servent pas à générer de hauts rendements, mais plutôt comme moyen de conservation du capital et de liquidité immédiate. Buffett détient souvent des milliards en obligations à court terme, prêts à être mobilisés dès qu'une opportunité exceptionnelle se présente. Cette logique s'applique parfaitement au cas français. Les OAT peuvent jouer ce rôle de coussin de sécurité et de réserve de liquidité essentiel en période de turbulence pour pouvoir saisir les bonnes affaires quand les marchés vacillent. En France, acquérir des obligations d'État est relativement accessible pour tout type d'investisseurs. On peut les acheter directement via des intermédiaires financiers comme les banques traditionnelles ou des plateformes en ligne régulées qui proposent à la fois des obligations individuelles et des fonds spécialisés regroupant un portefeuille diversifié de titres publics. Ces dernières options sont particulièrement utiles pour les petits épargnants qui souhaitent s'exposer au marché de la dette publique sans avoir à gérer eux-mêmes les échéances, les coupons ou les réinvestissements. Une autre valeur ajoutée des OAT, c'est la variété des formules disponibles, adaptées aux besoins des investisseurs modernes. En plus des obligations classiques à taux fixe, le Trésor français émet des OAT indexés sur l'inflation, OATI et OATEI. Ces instruments ajustent leur valeur nominale et ou leur coupon en fonction d'un indice des prix,
ce qui signifie qu'ils permettent de se protéger contre la perte de pouvoir d'achat à long terme. En période d'inflation rampante, cette fonctionnalité est extrêmement précieuse. Par exemple, une obligation indexée sur l'indice harmonisé des prix de la zone euro, hors tabac, assure un rendement réel constant, ce qui en fait un outil très efficace pour ceux qui prévoient leur retraite ou veulent maintenir leur pouvoir d'achat dans le temps. Cette formule gagne en popularité depuis plusieurs années, tant en France que dans d'autres pays européens. Sur le plan fiscal, les intérêts perçus via les obligations d'État françaises sont soumis au régime forfaitaire de la flat tax de 30%, incluant l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Cependant, il existe des options de différé fiscal lorsqu'on investit via certaines structures comme l'assurance vie, qui permet de retarder le paiement des impôts et, dans certains cas, d'en réduire l'impact si l'on conserve l'investissement pendant une période prolongée. Cela fait des OAT un outil souple dans une stratégie patrimoniale globale. Autre particularité intéressante, grâce à leur profil conservateur, les obligations d'État françaises peuvent servir de collatéral dans des opérations financières, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées comme garantie pour obtenir des crédits, soutenir des engagements contractuels ou même garantir des opérations commerciales. Cette liquidité institutionnelle et leur reconnaissance juridique les rendent utiles non seulement pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels, les entreprises et les organismes publics. Au-delà de la sécurité, les obligations permettent aussi de structurer un portefeuille selon les échéances, via une stratégie dite d'échelle obligataire, bon laddering. Elle consiste à acheter des obligations avec des dates d'échéance échelonnées, pour garantir un flux de revenus continu, tout en maintenant une partie de l'investissement à des taux actuels. Cette technique est particulièrement utile en période de variation des taux d'intérêt et peut être adaptée à des besoins spécifiques. Frais de scolarité futurs, plan de retraite ou achats importants. Malgré leurs vertus, il convient de rappeler que les OAT ne sont pas totalement exemptes de risques. Le principal est le risque de taux d'intérêt. Si les taux montent, la valeur de marché des obligations existantes, surtout à long terme, peut baisser. Et même si le risque de défaut de l'État français est extrêmement faible, il n'est pas théoriquement nul. C'est pourquoi il est recommandé de diversifier entre plusieurs maturités, types de taux, fixes ou indexés, et contexte macroéconomique pour atténuer les effets d'un éventuel changement de politique monétaire ou budgétaire. En résumé, les obligations d'État françaises, OAT, constituent un outil de premier ordre dans toute stratégie d'investissement équilibrée. Leur faible risque, leur stabilité en période de crise, leur capacité à préserver le capital et leur flexibilité en fonction des horizons de placement en font une option discrète mais puissante. Elles ne font peut-être pas les gros titres, ni ne font rêver les amateurs de gains rapides, mais leur rôle structurel dans un portefeuille bien construit est incontestable. Comme le démontre l'approche de Warren Buffett avec les bons du Trésor américain, détenir une part de capital bien protégée n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de stratégie. En période d'euphorie boursière, les obligations apportent de l'équilibre. En période de panique, elles apportent du calme. Et lorsqu'arrive l'opportunité idéale, elles fournissent la liquidité nécessaire pour l'exploiter sans devoir vendre à la hâte des actifs précieux. En définitive, inclure des OAT dans son portefeuille n'est peut-être pas une décision excitante, mais c'est une décision intelligente. Quatrième, actions d'entreprise stables, blue chips. Bien que le marché boursier soit souvent entouré d'une aura de risque, de volatilité et de spéculation, toutes les actions ne se valent pas et n'offrent pas le même profil. Parmi elles, un groupe se distingue par sa solidité et sa fiabilité, les dites blue chips, des entreprises de grande taille, établies avec un parcours solide et une position dominante dans leur secteur respectif. Ces entreprises, souvent multinationales, se caractérisent par un modèle économique éprouvé, une position de leader difficilement contestable et un historique de rentabilité durable. Bien qu'elles ne soient pas à l'abri des fluctuations à court terme, comme tout placement,
leur stabilité relative et leur aptitude à générer des bénéfices constants sur le long terme en font une option très intéressante pour les investisseurs recherchant l'équilibre entre rendement et sécurité. En France, le paysage regorge d'exemples emblématiques. L'Oréal, Total Energies, Sanofi, Airbus, Schneider Electric, Dassault Systèmes ou LVMH sont bien plus que des marques connues. Elles constituent les piliers du CAC 40, le principal indice boursier national. Ces sociétés couvrent des secteurs stratégiques tels que l'énergie, la pharmacie, l'aéronautique, le luxe, les cosmétiques et la technologie industrielle. Ensemble, elles forment le cœur de l'économie française et européenne, avec une présence mondiale et une reconnaissance internationale. Investir dans ces entreprises ne consiste pas à parier sur un coup de chance ou à tenter de prévoir les mouvements de marché à court terme. Il s'agit plutôt d'adopter une vision à long terme, basée sur des fondamentaux solides, une analyse stratégique et de la discipline. C'est exactement la philosophie de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus brillants de notre époque. Buffett incarne parfaitement cette approche d'investissement dans les entreprises stables. Son portefeuille est rempli de blue chips américaines qui illustrent ces mêmes principes. Coca-Cola, Apple, American Express, Bank of America, Moody's, etc. Toutes ont su rester au sommet pendant des décennies, grâce à leur innovation constante, la loyauté de leurs clients, leur santé financière et des barrières à l'entrée difficiles à franchir. Pour Buffett, l'essentiel n'est pas de prédire le marché ou de faire des paris à court terme, mais d'identifier des entreprises dotées d'avantages concurrentiels durables. Il appelle ces avantages des moats, fossés, à l'image des châteaux médiévaux défendus par un fossé. En investissement, un moat peut être une marque forte, un réseau de distribution puissant, une technologie protégée par des brevets ou une position dominante empêchant les concurrents d'atteindre le même niveau. Ce même principe s'applique aisément au contexte français. Dassault Systèmes, leader mondial des logiciels de conception industrielle et de simulation, ou Schneider Electric, spécialiste de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, ont bâti de véritables fossés autour de leurs activités. Ils évoluent dans des secteurs à barrières élevées, investissent constamment en R&D et entretiennent des relations solides avec leurs grands clients. Investir dans ces entreprises, c'est parier sur leur succès présent et leur résilience future. Un autre atout des blue chips est leur politique de versement de dividendes. Contrairement aux jeunes entreprises qui réinvestissent tous leurs bénéfices, ces sociétés bien établies distribuent régulièrement une partie de leurs profits sous forme de dividendes. Cette pratique renforce la confiance des actionnaires et fournit une source de revenus passifs, redistribuables ou utilisables comme flux de trésorerie. En France, de nombreuses entreprises solides affichent une longue tradition de versement de dividendes, souvent croissants. L'Oréal, par exemple, non seulement verse des dividendes tous les ans, mais les augmente régulièrement, même en période de ralentissement économique. Total Energies maintient une distribution stable, même lorsque les cours du pétrole chutent, illustrant son engagement envers les actionnaires. Sur le plan fiscal, les dividendes en France sont soumis à la flat tax de 30%, mais des mécanismes comme l'assurance vie permettent de différer ou de réduire l'imposition à condition de conserver l'investissement à long terme. Cet outil, très répandu dans le pays, fait des blue chips des composants idéaux dans une stratégie financière et patrimoniale. Au-delà du revenu par dividende, il faut prendre en compte le potentiel de revalorisation du capital. Bien que ces entreprises ne connaissent pas la croissance explosive des startups technologiques, elles profitent d'une évolution régulière, portée par leur présence mondiale, leur diversification et une innovation maîtrisée. Ainsi, investir dans les blue chips apporte le double avantage d'un revenu régulier et d'un potentiel de gain en capital. La liquidité est un autre atout. Ces sociétés étant très demandées et cotées sur des marchés liquides, leurs actions peuvent être achetées ou vendues facilement sans impact significatif sur les cours.
Cela donne une flexibilité précieuse pour ajuster la composition du portefeuille sans subir de pertes importantes. Il est également important de souligner l'accès indirect via les ETF ou fonds spécialisés. On trouve des produits répliquant le CAC 40 ou ciblant seulement les entreprises à dividendes. Ces véhicules permettent une exposition aux blue chips sans avoir à sélectionner chaque action, réduisant le risque spécifique et simplifiant la gestion. Investir dans les blue chips a aussi une valeur pédagogique. Cela permet de mieux comprendre le fonctionnement des entreprises, la génération de revenus, l'expansion, l'adaptation au contexte global. À long terme, cela favorise une relation plus rationnelle avec l'argent, décourage l'impulsivité et les comportements spéculatifs, souvent destructeurs pour un portefeuille. Bien sûr, ces actions ne sont pas sans risque. Leur volatilité est généralement moindre que celle des entreprises plus petites, mais elles peuvent être affectées par des changements réglementaires, technologiques, de consommation ou des aléas géopolitiques. De plus, en cas de récession mondiale, même les sociétés les plus stables peuvent voir leurs bénéfices diminuer. Une vision long terme, la réinjection des dividendes et la discipline sont donc essentielles. Buffett lui-même a traversé des décennies de turbulences économiques, de bulles technologiques, de crises financières et de pandémies sans céder ses positions dans Coca-Cola ou American Express. Sa stratégie repose sur la patience, la conviction et la confiance dans les fondamentaux. Adopter une approche semblable en France, en sélectionnant des entreprises avec leadership durable, marge solide, faible endettement et stratégie cohérente, permet de bâtir un portefeuille robuste, rentable et relativement prévisible. En conclusion, les actions d'entreprises stables, blue chips, constituent un pilier essentiel d'une stratégie d'investissement réfléchie et équilibrée. Elles offrent une combinaison unique de sécurité, de rendement sur le long terme, de revenus passifs et de partage de la croissance économique réelle. Sur le marché français, on dispose d'un vaste choix d'entreprises répondant à ces critères, accessibles tant aux investisseurs institutionnels que particuliers, via des actions directes, des fonds ou des ETF. Elles constituent l'antithèse du battage médiatique à court terme. Elles ne promettent pas des multiplications instantanées, mais fournissent des résultats constants dans la durée. En substance, promouvoir l'innovation, la création de valeur et le progrès humain. Dans un monde où l'incertitude prévaut, le bruit est constant et les modes financières éphémères, les blue chips, comme l'indique leur nom, restent une des cartes les plus sûres du jeu. Cinquième fonds indiciel, ETF. Les fonds indiciels, également appelés ETF, Exchange Traded Fund, se sont imposés ces dernières années comme l'un des outils d'investissement les plus solides, démocratiques et efficaces, tant au niveau international que dans le contexte français. Leur popularité n'est pas une mode passagère, mais le fruit d'une combinaison puissante, diversification instantanée, faible coût, simplicité opérationnelle et performance compétitive à long terme. L'essence des ETF est simple. Ils répliquent le comportement d'un indice boursier. Par exemple, un fonds répliquant le CAC 40 reflètera presque à l'identique l'évolution des 40 grandes entreprises cotées en France. Un ETF répliquant l'Eurostoxx 50 englobera les principales sociétés de la zone euro. Et en choisissant le MSCI World, on s'expose, avec un seul investissement, à plus de 1500 entreprises leaders dans des pays développés, États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, France, entre autres. Cette capacité à accéder instantanément à un panier d'actions diversifiées, sans avoir à acheter chaque titre individuellement, représente un atout considérable. Pour l'investisseur particulier qui ne souhaite pas passer des heures à analyser des bilans, lire des rapports ou évaluer la santé financière de chaque entreprise, les ETF proposent une solution immédiate. Investir dans le marché dans sa globalité et laisser le temps et la croissance économique faire le reste.
En France, un nombre croissant d'investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, se tournent vers les fonds indiciels pour construire des portefeuilles solides et peu exigeants en gestion. Cette tendance s'explique notamment par l'essor des plateformes numériques qui permettent de souscrire à ces produits de manière simple, à moindre coût et sans nécessiter un capital initial conséquent. Des plateformes comme Boursorama, Trade Republic, DeGiro, Linksea, entre autres, proposent d'acheter des ETF sans frais ou à frais réduits, ce qui diminue grandement l'impact des coûts sur la performance finale. Cet aspect est crucial. Dans le monde de l'investissement, les frais élevés sont l'ennemi silencieux de la constitution de patrimoine. Les ETF, avec des frais de gestion très bas, parfois inférieurs à 0,2% par an, permettent à l'essentiel des gains de revenir à l'investisseur. Ce qui rend cette stratégie passive si séduisante, c'est qu'elle permet de suivre le marché plutôt que de chercher à le battre. Et elle bénéficie d'un soutien de taille. Warren Buffett. Bien qu'il excelle dans la sélection d'actions individuelles, Buffett recommande à répétition aux investisseurs ordinaires, y compris sa famille, d'investir dans des ETF peu onéreux. Son argument est clair. Très peu de gérants professionnels parviennent à surperformer le marché de façon constante. Par conséquent, la meilleure stratégie pour l'investisseur moyen est d'acheter un ETF diversifié et de laisser le croissance composé agir dans la durée. Buffett a même laissé des directives précises pour la gestion de sa succession, 90% dans un ETF répliquant le S&P 500 et 10% en obligations d'État. Cette combinaison simple témoigne de sa confiance dans l'économie de marché, la force des grandes entreprises et la stratégie indicielle comme moteur de croissance sûr et à long terme. Ce principe peut s'appliquer pleinement au cadre français. Un investisseur moyen peut choisir de suivre le CAC 40 pour s'exposer au marché domestique, l'Eurostoxx 50 pour une diversification européenne ou le MSCI World pour une exposition véritablement globale. Il existe aussi des ETF sectoriels, technologie, santé, énergie, finance ou thématiques, durabilité, intelligence artificielle, transition énergétique, etc. L'accessibilité des ETF est un autre atout majeur. Alors que l'achat d'actions individuelles nécessite souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros, les ETF permettent d'entrer sur le marché avec des montants bien moindres. Sur de nombreuses plateformes françaises, il est possible d'investir dans des parties d'ETF dès 10 ou 20 euros, ce qui en fait un outil idéal pour les petits épargnants qui souhaitent commencer sans engager de gros capitaux. Les ETF offrent également une liquidité immédiate. Contrairement à certains fonds classiques, dont les retraits sont parfois limités à une fois par semaine ou par mois, les ETF se négocient en continu comme une action. Cela signifie que l'on peut les acheter ou vendre en temps réel pendant les heures de marché, ce qui permet de réagir vite à l'évolution des marchés ou d'ajuster son portefeuille sans contrainte. Une autre force des ETF est leur transparence. Ils publient chaque jour la composition complète de leur portefeuille, ce qui permet à l'investisseur de savoir exactement où est placé son argent. Pas de surprise, ni de placement caché, ni de décision discrétionnaire d'un gérant. Le fonds reproduit simplement un indice selon des règles accessibles et vérifiables. Sur le plan fiscal, les ETF relèvent de la fiscalité des valeurs mobilières en France, soumises à la prélèvement forfaitaire unique, flat tax, de 30%. Toutefois, en investissant via des structures comme l'assurance vie ou le plan d'épargne en actions PEA, des avantages fiscaux intéressants peuvent être obtenus. Par exemple, au-delà de 5 ans dans un PEA, les plus-values peuvent devenir exonérées d'impôts, renforçant significativement le rendement réel à long terme. Les ETF jouent un rôle clé dans la construction de portefeuilles diversifiés selon les objectifs. Un jeune professionnel visant la croissance peut combiner un ATM global et un ETF thématique. Un quasi-retraité privilégiera probablement des ETF plus défensifs ou à dividendes. Et un investisseur très prudent pourra opter pour des ETF d'obligations répliquant des indices de dette publique ou privée.
À chaque profil correspond une combinaison ajustable selon son appétence au risque. Les ETF facilitent également la mise en œuvre de stratégies disciplinées, d'investissement automatique, DCA, Dollar Cost Averaging. De nombreuses plateformes proposent des plans d'investissement programmés, où un montant fixe est investi chaque mois, quel que soit le cours. Cette approche réduit l'impact de la volatilité, supprime les décisions émotionnelles et encourage l'accumulation régulière de patrimoine. Bien sûr, les ETF ne sont pas parfaits. Bien qu'offrant une diversification, ils n'échappent pas au risque de marché. Si l'indice chute, l'ETF suivra. Il n'y a aucune garantie de capital. C'est pourquoi il est recommandé d'avoir une vision à long terme, d'investir seulement l'argent dont on n'a pas besoin immédiatement et de ne pas paniquer en cas de baisse. La patience est fondamentale, comme Buffett l'a montré tout au long de sa carrière. En résumé, les fonds indiciels, ETF, constituent une option remarquable pour ceux qui cherchent à combiner sécurité, rendement et simplicité. Ils offrent une exposition aux moteurs économiques mondiaux sans nécessité d'être un expert financier. Ce sont des outils idéaux pour diversifier sans effort, réduire les coûts et profiter de la croissance globale avec rigueur et sérénité. Si Warren Buffett, le défenseur par excellence de l'investissement de valeur, recommande les ETF pour la majorité des personnes, y compris sa famille, c'est pour une raison claire. Cela fonctionne. Et en France, avec une infrastructure financière mature, un environnement fiscal favorable et une offre de produits en expansion, il n'a jamais été aussi simple de les intégrer dans sa stratégie personnelle. 6. Matières premières agricoles et stratégiques. Au-delà de l'or, qui a historiquement occupé la position d'actif refuge par excellence, une vaste gamme de matières premières a également démontré sa valeur en tant qu'instrument de protection et de croissance patrimoniale lors de crises économiques, d'instabilité géopolitique ou de transformation profonde de l'économie mondiale. La France, avec sa riche tradition agricole et industrielle, n'est pas étrangère à ce type d'investissement qui suscite un engouement croissant auprès d'investisseurs conscients des méga-tendances du XXIe siècle. Les matières premières agricoles, comme le blé, le maïs ou le soja, présentent une caractéristique unique. Elles sont indispensables. Il ne s'agit pas de ressources spéculatives ni de modes éphémères. Ce sont les bases de l'alimentation humaine et animale, gage d'une demande constante en quasiment toutes circonstances économiques. Autrement dit, même si les marchés financiers traversent des turbulences, la population continue de manger, les industries agroalimentaires poursuivent leur activité et les États garantissent l'approvisionnement. Cette demande structurelle confère un caractère défensif aux produits agricoles, particulièrement utiles lors de perturbations des chaînes d'approvisionnement, qu'elles résultent de conflits, de catastrophes climatiques, de pandémies ou de freins commerciaux. Par exemple, pendant l'invasion russe de l'Ukraine, deux grands exportateurs de céréales, les prix du blé et du maïs, ont explosé face au risque de pénurie. Les investisseurs déjà positionnés ont vu leur valeur s'envoler en quelques mois, non pas à cause d'une bulle spéculative, mais en réponse à un déséquilibre réel entre l'offre et la demande. La France, puissance agricole de l'Union européenne, est directement connectée à ces marchés. De l'Île-de-France à l'Occitanie, en passant par le Grand Est, le pays bénéficie de grandes superficies cultivées, d'infrastructures solides, de recherche agro-industrielle et de politiques de soutien au secteur. Cette proximité permet aux investisseurs français de mieux comprendre le fonctionnement de ces marchés et d'y engager des capitaux via des instruments financiers variés. Cependant, l'intérêt pour les matières premières ne se limite pas à l'agroalimentaire. Il existe un second groupe d'actifs d'une grande importance, les matières premières stratégiques. Il s'agit du lithium, du cuivre, du nickel, du cobalt, des terres rares, de l'uranium, etc. Ces ressources sont rares, complexes à extraire et essentielles à la transition énergétique, aux nouvelles technologies et à l'électrification. Le lithium, par exemple, est fondamental dans les batteries de voitures électriques.
smartphones, ordinateurs portables et systèmes de stockage. La demande a explosé avec la révolution de la mobilité électrique et les politiques écologiques. Le cuivre, quant à lui, est irremplaçable dans les réseaux de distribution, le bâtiment et l'industrie. Et l'uranium, bien que parfois controversé, joue un rôle central dans la stratégie nucléaire française, qui privilégie une énergie stable, propre et souveraine. La position stratégique de la France dans la transition énergétique en Europe renforce la valeur de ses matières premières. Avec une politique déterminée à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à favoriser la transition verte, la France soutient des projets nécessitant davantage de ces matériaux. Investir dans ces actifs stratégiques, ce n'est donc pas seulement viser la performance, mais trouver sa place dans les vecteurs économiques et technologiques du futur. Warren Buffett, bien qu'il ait longtemps évité les matières premières, les jugeant incapables de générer un flux de trésorerie, comme l'or, a démontré son intérêt pour des entreprises de ressources naturelles. À plusieurs reprises, il a investi dans Occidental Petroleum ou Chevron, deux géants du pétrole et du gaz. Ces décisions n'étaient pas impulsives, elles émanaient de moments où Buffett percevait une valeur sous-jacente, une capacité de génération de cash et des avantages stratégiques durables. En d'autres termes, même sur ces marchés volatiles, il existe des manières rationnelles, fondées et potentiellement profitables d'investir, pour peu que l'on sache choisir. Il ne s'agit pas de suivre une mode, mais d'analyser les fondamentaux, d'identifier les entreprises bien positionnées et de structurer ses actifs dans un portefeuille équilibré. Sur les marchés financiers français, plusieurs véhicules permettent d'accéder à ces matières premières sans en détenir physiquement. Les ETF spécialisés font partie des plus populaires. Ils répliquent la performance de futures matières, agricoles, énergétiques ou industrielles, et sont accessibles via des plateformes comme Boursorama, DEGIRO, Trade Republic, etc. Par exemple, un ETF agricole réplique un indice de futurs sur le blé, le maïs ou le soja. Un ETF de métaux industriels suit le cuivre, l'aluminium ou le nickel. Un ETF stratégique peut combiner lithium, cobalt et autres minéraux essentiels. Ces produits offrent une exposition à des secteurs complexes sans avoir à gérer les contrats, le stockage ou la logistique. Outre les ETF, il existe des fonds gérés activement qui investissent dans des entreprises minières, agro-industrielles, énergétiques ou de technologies propres. Bien que plus coûteux qu'un ETF passif, ils ajoutent la valeur d'une sélection professionnelle, une diversification approfondie et parfois des couvertures de risque. Le choix entre ETF et fonds gérés dépend du profil de l'investisseur, son appétit pour le risque, son horizon d'investissement et sa préférence de gestion. Ce qui compte, c'est que les Français disposent désormais d'un accès simple et efficace à ces actifs, offrant une opportunité de diversification et de protection contre les chocs ou les mutations structurelles de l'économie mondiale. Il faut également souligner que, comme tout placement, les matières premières restent exposées à des risques significatifs. Tensions géopolitiques, aléas climatiques, décisions des grands producteurs, régulations environnementales, politiques commerciales. Il est donc prudent de ne pas surpondérer un seul actif et d'adopter une vision à long terme, notamment pour les matières stratégiques liées à de grandes transformations. De plus, ce sont des actifs cycliques, avec des phases de forte hausse et d'autres de correction. Beaucoup d'experts recommandent donc que ces positions soient complémentaires dans une stratégie, et non centrales. L'objectif est de protéger, saisir des moments clés et participer à la transition sans surexposition. En définitive, matières premières agricoles et stratégiques constituent une classe d'actifs de plus en plus pertinente, tant pour protéger le capital que pour profiter des tendances structurelles. En France, avec sa vocation agricole, son attachement au nucléaire et son rôle dans la transition écologique, ces investissements sont cohérents et accessibles.
via ETF, fonds thématiques ou actions de compagnies minières et agro-industrielles, on peut intégrer ces actifs légalement, diversifiés et facilement dans un portefeuille solide. Même Warren Buffett, qui privilégie les entreprises au cash flow prévisible, a prouvé qu'il existe une place pour des décisions réfléchies et rentables dans l'univers des ressources naturelles. Pour l'investisseur français informé, lucide et patient, ces opportunités sont désormais plus accessibles que jamais. 7. Crypto-monnaies stables, stablecoin. Les crypto-monnaies suscitent des débats passionnés depuis leur apparition. Pour certains, elles représentent une révolution financière qui démocratise l'accès à l'argent et casse les cadres traditionnels. Pour d'autres, ce sont des bulles spéculatives sans fondement. Pourtant, au sein de cet univers dynamique et controversé, existe une catégorie particulière méritant une attention spécifique en raison de son stabilité, accessibilité et utilité concrète. Les stablecoins, ou crypto-monnaies stables. Les stablecoins sont des actifs numériques dont la valeur est adossée à une monnaie fiduciaire, telle le dollar américain, l'euro, voire l'or. Contrairement à d'autres cryptos comme le Bitcoin ou l'Ethereum, dont les cours peuvent fluctuer brutalement en quelques heures, les stablecoins sont conçus pour maintenir une parité stable avec un actif de référence. Autrement dit, une unité de stablecoin comme USDC ou USDT devrait toujours valoir environ $1. Cela en fait un outil intéressant pour préserver la valeur sans la volatilité du monde crypto. En France, l'adoption des stablecoins reste modérée, mais en croissance, notamment parmi les jeunes, les travailleurs indépendants à l'étranger, les entrepreneurs numériques et les épargnants curieux. Ils les utilisent comme alternative à la monnaie traditionnelle, que ce soit pour conserver de la valeur, transférer des fonds rapidement et à moindre coût, ou simplement comme pont entre devises. Un des principaux avantages des stablecoins réside dans leur capacité à préserver de la valeur en dehors du système bancaire traditionnel. Dans un contexte d'inflation européenne accrue et de taux d'intérêt réels toujours faibles, de nombreuses personnes cherchent des actifs permettant de conserver leur pouvoir d'achat. Bien que les stablecoins ne génèrent pas de rendement intrinsèque, leur ancrage au dollar peut offrir une protection supplémentaire lorsque l'euro faiblit ou que les politiques de la BCE suscitent des inquiétudes. Cette promesse de stabilité repose sur un pilier essentiel, le soutien réel de l'actif sous-jacent. Les meilleurs stablecoins, tels que USDC émise par Circle ou USDT émise par Tether Limited, maintiennent des réserves équivalentes en dollars, obligations du trésor ou instruments de liquidité destinés à garantir qu'une unité peut être convertie en un dollar réel à tout moment. Toutefois, toutes les stablecoins ne bénéficient pas du même niveau de transparence. Il est donc impératif de vérifier que l'émetteur publie des audits réguliers, que les réserves sont accessibles et que l'émission est sous régulation. La sécurité des plateformes est également essentielle. Il ne suffit pas que la stablecoin soit bien adossée. Il faut également la stocker et l'utiliser via des exchanges fiables, idéalement enregistrés et régulés en Europe. En France, des plateformes comme CoinHouse, inscrites comme PSAN auprès de l'AMF, ont franchi des étapes importantes à cet égard. Il est aussi possible d'utiliser des wallets en mode custody, qui offrent davantage de contrôle, mais exigent des connaissances techniques plus poussées. Le point de vue de Warren Buffett sur les crypto-monnaies est bien connu. Il est farouchement critique, les qualifiant de « poison pour rats au carré » et affirmant qu'elles ne produisent rien, c'est-à-dire qu'elles ne génèrent ni flux de trésorerie, ni rendement intrinsèque. À ses yeux, un investissement solide doit être adossé à une activité créant de la valeur, dotée d'avantages compétitifs durables et générant des revenus prévisibles. Pourtant, son associé Charlie Munger adoptait une posture plus nuancée. Bien que lui aussi critique, il insistait sur la nécessité de comprendre avant de juger. Appliqué au stablecoin, ce principe est crucial. Il ne s'agit pas d'une crypto-monnaie volatile destinée à la spéculation, mais d'une infrastructure nouvelle pour conserver et transférer de la valeur.
En ce sens, même si Buffett et Munger n'ont pas investi directement dans ces actifs, leurs principes, prudence, compréhension, rationalité, s'appliquent pleinement aux stablecoins. Les stablecoins bien régulés et utilisés judicieusement peuvent constituer un outil utile dans un univers financier en rapide mutation. Dans un contexte où les virements internationaux sont souvent coûteux et lents, elles permettent de transférer des fonds quasi instantanément, à très faible coût, sans passer par les circuits bancaires classiques. C'est particulièrement pertinent pour les freelancers, travailleurs nomades et télétravailleurs qui perçoivent des paiements en devises étrangères. En outre, les stablecoins ouvrent la porte à la finance décentralisée, DeFi, offrant des opportunités de rendement via le prêt, l'échange ou la gestion d'actifs sans intermédiaire. Cependant, ces opérations sont risquées et déconseillées sans une parfaite maîtrise de leur fonctionnement. Prudence, diversification et éducation financière sont indispensables avant d'intégrer les stablecoins dans une stratégie. Côté cadre réglementaire, la France a franchi des étapes importantes. Depuis l'introduction du régime PESAN, l'AMF exige l'enregistrement des prestataires crypto, la conformité aux règles AML et la transparence envers les utilisateurs. Au niveau européen, l'adoption du cadre MiCA, Markets in Crypto Assets, constitue un tournant. Cette législation fixe des normes claires pour l'émission, la circulation et la supervision des cryptoactifs, y compris les stablecoins, dans le but de renforcer la protection du consommateur, la sécurité juridique et le contrôle institutionnel. Une fois MiCA déployé en France, attendu pour 2025, les stablecoins adossés à des réserves fiables, transparents et régulés pourraient intégrer des produits financiers hybrides, assurance vie numérique, fonds mixtes ou solutions de paiement innovantes. Leur perception évoluerait alors, passant d'outils périphériques à des instruments intégrés au système financier quotidien. Bien sûr, comme tout actif émergent, les stablecoins comportent des risques. D'abord, le risque de contrepartie. Si l'émetteur ne dispose pas de réserves suffisantes, la convertibilité 1 pour 1 est remise en question. Ensuite, il y a le risque de piratage, car aucun système numérique n'est totalement invulnérable. Enfin, le risque réglementaire, des changements législatifs imprévus pourraient restreindre leur usage ou imposer des charges fiscales nouvelles. C'est pourquoi l'exposition aux stablecoins doit rester modérée, stratégique et complémentaire, non pas constitutive d'un portefeuille. Leur utilité principale réside dans la conservation temporaire de valeur, la mobilité internationale des capitaux et la diversification, mais pas dans la quête de rendement élevé. Pour de nombreux jeunes Français, connectés, méfiants envers les banques traditionnelles et en quête d'indépendance financière, les stablecoins sont un accès naturel au monde des investissements, mais un piège potentiel sans connaissance. D'où la nécessité urgente d'une éducation financière adaptée au numérique. En conclusion, les crypto-monnaies stables, stablecoins, représentent un actif hybride innovant, numérique et stable, décentralisé mais régulé, contemporain et compatible avec des usages financiers classiques. En France, leur adoption progresse modérément, mais avec l'entrée en vigueur de MiCA, leur intégration devrait s'accélérer. Il ne s'agit pas de remplacer l'euro ni d'abandonner les investissements traditionnels, mais bien de s'adapter à une finance plus agile, connectée et exigeante, où les actifs numériques coexistent avec les instruments classiques, et bien utilisés avec discernement, intelligence et prudence. Les stablecoins peuvent enrichir une stratégie patrimoniale moderne, équilibrée et résiliente. 8. Créer sa propre entreprise. Et maintenant, nous y arrivons. L'actif le plus puissant est paradoxalement l'un des plus oubliés ou sous-estimés lorsque l'on réfléchit à la protection et à la croissance de son argent. Il s'agit de créer votre propre entreprise. Ce n'est pas un actif financier au sens traditionnel, mais c'est sans doute l'un des piliers les plus efficaces pour l'indépendance économique, la génération de revenus et l'accumulation de richesses sur le long terme. Warren Buffett ne mâche pas ses mots. L'actif le plus précieux que vous puissiez posséder est une entreprise que vous contrôlez et qui génère des revenus réguliers. Cette idée, loin d'être théorique,
a été le fondement concret de sa vie dès son plus jeune âge. Adolescent, il n'a pas eu besoin de millions pour démarrer. Il livrait des journaux dans son quartier et achetait des machines à flipper d'occasion qu'il plaçait ensuite chez les coiffeurs, partageant les profits avec les propriétaires locaux. Le résultat ? Un flux de trésorerie constant, sans dépendre d'un tiers, une réinjection du capital et surtout une mentalité de propriétaire qui a façonné sa trajectoire d'investisseur. Cette approche de Buffett ne nécessite ni formation financière avancée, ni réseau élitiste. Elle repose sur une compréhension profonde de la valeur à générer son propre argent, de construire une source de revenus indépendante du salaire, de l'État ou des marchés financiers. En période d'inflation, d'incertitude politique ou de crise économique, créer sa propre entreprise peut être la différence entre vulnérabilité et autonomie. En France, lancer une entreprise est plus accessible qu'on ne le croit. Il existe de nombreuses structures juridiques selon l'ambition, le capital initial ou le degré de formalité souhaité. Le régime le plus populaire est celui de micro-entrepreneur, anciennement auto-entrepreneur, qui permet de démarrer une activité avec très peu de formalités administratives et des charges réduites. Ce régime est idéal pour tester une idée, générer un revenu complémentaire ou démarrer progressivement sans prendre de gros risques. Grâce à ce statut simplifié, des millions de Français ont commencé des activités variées: conseil, graphisme, maintenance, production artisanale, création de contenu numérique, formation en ligne, traduction ou livraison locale. L'essentiel, indépendamment du secteur ou de la taille, créer son entreprise permet de construire des actifs immatériels: réputation, clientèle, système, relations commerciales et savoir-faire. Et c'est là que réside la différence. Un business a un potentiel d'échelle et de multiplication. Un salaire croît linéairement et dépasse rarement l'inflation, alors qu'une entreprise bien gérée peut croître de manière exponentielle. Ce qui rapporte 500 € par mois aujourd'hui peut atteindre 5 000 € ou plus avec du temps, une stratégie et de la réinjection. Vous ne vendez plus votre temps, mais vous créez un système capable de fonctionner avec ou sans votre présence quotidienne. Par ailleurs, votre relation à l'argent change. Vous cessez d'être consommateur ou épargnant pour devenir producteur et créateur de valeur. Vous passez de la question « Combien puis-je économiser ce mois ?» à « Comment augmenter ma facturation ? Quel nouveau produit lancer ? Comment automatiser cette partie de mon activité ?» Ce changement de mentalité modifie profondément votre positionnement économique. En France, il est également possible de passer du micro-entrepreneur à des structures plus formelles, comme la SARL, l'EURL ou la SAS, permettant d'embaucher, d'attirer des investisseurs ou d'envisager une expansion durable. Pour beaucoup, cette évolution marque le passage d'un commerce amateur à une entreprise solide et pérenne. Le pays dispose aussi d'un écosystème riche d'accompagnement. Incubateurs, accélérateurs, fonds de capital amorçage, espaces de coworking, mentorat, aides étatiques, etc. Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, Lille. Ces villes sont devenues des pôles d'innovation et de dynamisme entrepreneurial. Il existe aussi des aides et exonérations fiscales pour des projets à impact social ou écologique. Le programme ACRE offre un allègement partiel des charges sociales au début d'activité. Des structures comme Bpifrance soutiennent l'innovation, la digitalisation et les exportations. Ainsi, entreprendre en France ne se fait plus en solo, mais dans un environnement d'appui réel. Le type d'activité dépend des talents, des passions et du contexte de l'entrepreneur. Boutique en ligne, boulangerie traditionnelle, franchise de services, chaîne de contenu rémunérée, etc. L'essentiel, un business n'a pas besoin d'être gigantesque pour être rentable. Il doit être cohérent, adapté au marché et pensé pour durer. De plus, une entreprise bien gérée ne crée pas seulement des revenus, mais du patrimoine. Elle peut être vendue, transmise, attirer des partenaires, fusionner, s'internationaliser.
Et surtout, elle résiste aux crises, car elle n'est pas soumise aux aléas boursiers ou politiques. Vous en êtes le pilote. Dans une période d'inflation élevée, votre structure peut réajuster ses prix, optimiser ses coûts et s'adapter rapidement. Pendant que l'épargne fond, l'entreprise multiplie la richesse via le marketing, l'innovation, la stratégie. Ce n'est pas un actif passif, c'est un actif vivant que vous faites grandir. Naturellement, avoir son entreprise comporte des défis, obligations fiscales, gestion financière, relations clients, concurrence, pression administrative, etc. Mais ces obstacles sont aussi des leviers d'apprentissage. Les surmonter constitue un capital en soi. Même si l'entreprise échoue, l'expérience acquise reste un atout. Les erreurs précoces forment plus que tous les livres. De Buffett à Musk ou Arnaud, nombreux sont ceux qui ont tiré leur force de leur première tentative ratée. Créer, c'est apprendre. Et apprendre, c'est avancer. Par ailleurs, la digitalisation rend la création d'entreprises plus simple que jamais. Shopify, Etsy, Substack, YouTube, Notion, LinkedIn, ces outils permettent de lancer une structure depuis chez soi, sans bureau, personnel ni matériel. Vendre des cours, des illustrations, des services. Les modèles de monétisation se multiplient et la France en est partie prenante. Dans cette nouvelle ère, l'entreprise ne rivalise pas avec les actions ou l'immobilier, elle les nourrit. Elle génère le capital à investir ensuite en actions, en biens, en obligations, en or, en ETF. Elle est le moteur de l'épargne et du patrimoine. C'est pourquoi Buffett la place au sommet de sa hiérarchie des actifs. En définitive, créer sa propre entreprise, ce n'est pas juste travailler à son compte, c'est bâtir un système de valeurs maîtrisé, modulable et scalable, offrant revenus, liberté, dignité et sens. En France, les outils, le cadre juridique et les plateformes sont là pour le permettre. En période d'incertitude, d'inflation ou de transformation, entreprendre n'est pas seulement une solution, c'est une véritable opportunité de transformation personnelle et financière. Bien que l'argent liquide soit utile pour les petites transactions quotidiennes, ce n'est pas la meilleure option pour préserver la valeur de son capital dans le temps. En France, où l'inflation est redevenue une préoccupation majeure et où le contexte économique reste incertain, diversifier son épargne est plus crucial que jamais. De l'or à l'immobilier, en passant par les obligations d'État, les entreprises personnelles et les crypto-monnaies stables, il existe de nombreuses alternatives plus sûres que de garder des billets sous le matelas. Chacun de ces 8 actifs a ses particularités, ses avantages et ses risques. L'essentiel est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Une stratégie diversifiée et bien réfléchie offre une meilleure protection face aux turbulences économiques. Et comme le dirait Warren Buffett, le risque vient de ne pas savoir ce que l'on fait. Alors, formez-vous, investissez intelligemment et ne laissez pas votre argent immobile en attendant qu'il s'évapore. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.